La dynamique des zones de convergence, faisons le bilan général. Commençons par parler de ce que l'on appelle la subduction océanique. La lithosphère océanique plonge en profondeur au niveau d'une zone de subduction. Ces zones de subduction sont le siège d'un magmatisme sur la plaque chevauchante. Il faut savoir analyser les résultats de différentes méthodes pour identifier le plan de Vadati-Benioff. Il s'agit ici de découvrir les caractéristiques générales d'une zone de subduction, l'étude des caractéristiques géomorphologiques et sismiques et les caractéristiques thermiques d'une zone de subduction. Alors, vous avez l'exemple de la côte ouest de l'Amérique du Sud, qui est une zone de subduction de type cordillère. Vous allez pouvoir trouver une vue en carte qui permet de visualiser la répartition régionale des séismes. Vous allez pouvoir trouver une vue en coupe permettant de repérer les reliefs positifs et négatifs ainsi que le plan de Vadati-Benioff. Vous allez pouvoir repérer une vue en bloc diagramme 3D montrant de manière claire tous les éléments envisagés ci-dessus. Nous prenons l'exemple du Japon, qui est une zone de subduction de type arc insulaire. Une coupe réalisée à travers l'archipel permet de visualiser les résultats de la tomographie sismique entre la surface et 800 km de profondeur. Les anomalies de vitesse apparaissent clairement et révèlent une zone froide qui s'enfonce obliquement d'est en ouest jusqu'à à peu près 600 km de profondeur. La présence de foyers sismiques dans ce plan témoigne du comportement cassant du matériau. Il s'agit d'un panneau de lithosphère océanique plongeant sous le Japon. Un plan de Vadati-Benioff est présent. Donc, ça veut dire que le panneau de lithosphère océanique s'enfonce selon le plan de Vadati-Benioff. La présence de volcans sur l'archipel est typique, associée à une importante anomalie négative de vitesse, puisque l'ensemble est froid. Donc, ça veut dire que les vitesses des ondes sismiques vont augmenter. Donc, ça veut dire que la vitesse des ondes va ralentir, Donc ça veut dire que le manteau est anormalement chaud sous le Japon. Alors attention, j'ai peut-être fait une confusion là. Lorsque le matériel devient plus chaud, les ondes sismiques diminuent leur vitesse. C'est ce que l'on voit en tomographie sismique. Et lorsque les matériaux deviennent plus froids, en tomographie sismique, on voit que la vitesse des ondes sismiques accélère. Donc si j'ai fait une erreur, vous rétablirez de vous-même. Donc, quoi qu'il en soit, le manteau est anormalement chaud sous le Japon. La modélisation de la répartition des températures sur une coupe située au nord du Japon permet de quantifier ces anomalies thermiques et d'en avoir une représentation beaucoup plus fine. Il y a un géotherme de plaine abyssale que vous allez pouvoir trouver sur Internet et qui trouvera toute sa signification par la comparaison qui pourra être faite avec le géotherme à la verticale de l'arc volcanique. Cette approche sera particulièrement utile lorsque l'on expliquera l'origine des magmas sous la plaque chevauchante. Donc, une zone de subduction montre la présence de nombreux foyers de séisme qui dessinent en coupe un plan d'une centaine de kilomètres d'épaisseur environ, partant de la surface au niveau d'une fosse océanique, bordant le continent, on parle d'archipel également, et passant obliquement sous celui-ci, tout en s'enfonçant en profondeur sous les reliefs positifs. Présence également d'une zone où les ondes sismiques ont une vitesse plus élevée que la normale et qui s'enfonce depuis la fosse océanique en passant sous l'arc volcanique. Cette anomalie de vitesse correspond à un matériau froid. Donc ça veut bien dire que les ondes sismiques augmentent leur vitesse. Donc cela correspond donc à un enfoncement d'une lithosphère océanique froide sous une lithosphère plus chaude. Et cet enfoncement est à l'origine de la disposition particulière des foyers des séismes en profondeur selon un plan de Vadati-Benioff. Quel magmatisme y a-t-il au niveau des zones de subduction? Alors les zones de subduction sont le siège d'un magmatisme sur la plaque chevauchante.
Le volcanisme est de type explosif et les roches mises en place montrent une diversité pétrologique, c'est-à-dire au niveau des roches, mais leur minéralogie atteste toujours de magma riche en eau. Il faut savoir relier la minéralogie des roches, donc présence de minéraux hydroxylés, mise en place, c'est-à-dire andésite, rhyolite et granit, et l'état d'hydratation du magma. Alors nous allons essayer de faire ressortir les particularités du magmatisme des zones de subduction, particulièrement la richesse en eau des magmas et des roches qui en dérivent. Il y a un volcanisme explosif qui est typique des zones de subduction, mais aussi il y a un plutonisme et son importance en termes de quantité de matériaux rocheux produits montre que il y a des mécanismes très importants qui se passent en profondeur et qui vont expliquer ce plutonisme et ce volcanisme explosif. La composition minéralogique et chimique des roches magmatiques obtenues donc sera différente par rapport à ce que l'on avait étudié par exemple au niveau des basaltes, des gabbros, des dorsales océaniques. Donc on aura de l'andésite et de la diorite. Donc il y a une diversité de roches magmatiques qui sont obtenues tant sur le plan de la structure que sur le plan de la formation par exemple. Donc vous allez avoir des diorites grenues et de l'andésite qui seront microlithiques. Pourquoi grenues? Parce que la diorite a eu le temps de cristalliser entièrement pour former uniquement des cristaux qui ont eu le temps de croître. On a une roche grenue, tandis que l'andésite n'a pas eu le temps de cristalliser entièrement. On a bien une structure microlithique. Donc il y a une certaine richesse en eau du magma également, et il y a une teneur en silice qui est en relation avec la viscosité et qui permet d'expliquer le caractère explosif du volcanisme au niveau des zones de subduction. Par conséquent, donc, ces zones de subduction sont marquées par un magmatisme qui va produire des roches de type andésite et de type diorite. Les magmas andésitiques et rhyolithiques à l'origine de ces roches sont riches en silice et ont une viscosité élevée, plus en tout cas que celle des magmas basaltiques. Quand une cheminée volcanique par exemple est obstruée par de tels magmas, les gaz volcaniques vont s'accumuler jusqu'à ce que la pression soit suffisante pour faire exploser le bouchon et les roches environnantes, causant à ce moment-là des éruptions explosives très impressionnantes. L'abondance des roches plutoniques dans les zones de subduction s'explique par la remontée d'une grande quantité de magma et qui n'atteint pas la surface en raison de sa viscosité élevée. Et donc la cristallisation peut être totale. La présence de minéraux hydroxylés pose le problème de l'origine de l'eau que l'on trouve dans leur structure, et on peut se poser la question, comment est-ce que le magma qui leur a donné naissance s'est-il enrichi en eau? Donc on peut parler de l'origine et de la diversité des roches magmatiques. Alors, les zones de subduction sont le siège d'un magmatisme sur la plaque chevauchante, nous l'avons compris. Le volcanisme est de type explosif. Les roches mises en place montrent une diversité pétrologique, mais leur minéralogie atteste toujours de magmas riches en eau. Ces magmas sont issus de la fusion partielle du coin du manteau, situé sous la plaque chevauchante. Ils peuvent s'exprimer en surface ou peuvent cristalliser en profondeur, sous forme de massifs plutoniques. Ils peuvent subir des modifications lors de leur ascension, ce qui explique la diversité des roches. La fusion partielle des péridotites est favorisée par l'hydratation du coin du manteau. Donc il faut savoir relier la minéralogie des roches, donc présence de minéraux hydroxylés, mise en place, donc minéralogie des roches mise en place, donc andésite, rhyolite, granit, et l'état d'hydratation du magma. Il faut savoir utiliser un diagramme de phase des péridotites pour montrer les effets de l'hydratation. Alors, nous avons compris qu'il y a un magmatisme des zones de subduction, nous avons compris l'origine et nous sommes capables d'expliquer la diversité des produits obtenus. La tomographie sismique, détaillée au niveau du Japon par exemple, présente une anomalie négative de vitesse des ondes sismiques à la verticale de l'arc volcanique et sous le plan de Vadati-Benioff. Donc ceci est caractéristique de la présence de matériaux qui est plus chaud et donc de magma.
On peut, sur un diagramme pression-température classique, mettre en évidence donc une fenêtre de production de magma par fusion des péridotites du coin du manteau au niveau de la plaque chevauchante. Donc il y a nécessité de la présence d'eau pour obtenir le magma, et la température étant insuffisante pour atteindre le solidus de la péridotite anhydre. Il y a une variété de structures des roches magmatiques, et l'explication à la diversité chimique des roches magmatiques par le mécanisme de la cristallisation fractionnée a bien été compris. Donc vous pouvez observer au microscope des roches que vous allez pouvoir vous trouver sur Internet. Alors le magma, il est produit entre 45 et 110 km de profondeur, ce qui correspond globalement à la plage de profondeur pour laquelle le géotherme dépasse le solidus de la péridotite hydratée. Dans ces conditions, la péridotite du coin du manteau chevauchant va entrer en fusion partielle. Le géotherme n'atteint pas le solidus anhydre, environ 1500 degrés à 100 km de profondeur, ce qui signifie que la fusion des péridotites ne peut avoir lieu en absence d'eau. La condition nécessaire à la fusion de la péridotite est donc un apport en eau qui décale le solidus de la péridotite vers les températures nettement plus basses, par exemple 850 degrés Celsius environ à 100 km de profondeur. Lors de la remontée vers la surface, le magma refroidit lentement et subit une cristallisation fractionnée. Au fur et à mesure que les minéraux cristallisent, la composition chimique du magma résiduel va changer. Donc le même magma peut tout d'abord être à l'origine d'une diorite, puis d'un granit. De plus, la nature de la roche obtenue dépend également de la vitesse de refroidissement du magma. Une roche plutonique grenue si le magma refroidit lentement en profondeur, ou bien une roche volcanique microlithique si le magma atteint la surface et est refroidi rapidement lors d'une éruption volcanique par exemple. Alors nous avons parlé de métamorphisme également, et nous savons qu'il existe un métamorphisme dans les zones de subduction. Les fluides hydratant le coin du manteau sont apportés par des transformations minéralogiques affectant le panneau en subduction, dont une partie a été hydratée au niveau des zones de dorsale. Alors il faut savoir comparer la minéralogie d'échantillons illustrant la déshydratation de la lithosphère, par exemple schiste bleu, schiste bleu et éclogite. Il faut savoir le faire. Alors nous avons dit qu'il y a un métamorphisme au niveau des zones de subduction. Il est à l'origine de l'eau nécessaire à la genèse des magmas. Ce métamorphisme, nous l'avons défini, mais nous pourrons en dire quelques mots. Il se localise dans la zone de subduction, donc il localise également différents faciès obtenus lors de la transformation d'un gabbro. La succession schiste vert, schiste bleu, éclogite et le trajet pression-température associés peuvent également être présentés, et nous pouvons faire la relation entre le diagramme de pression-température et la coupe schématique de la zone de subduction. Vous pouvez vous amuser à observer au microscope des métagabbros, les minéraux caractéristiques du faciès schiste bleu et du faciès éclogite. Alors, on peut voir le passage du faciès schiste bleu au faciès éclogite. Donc il y a des réactions de déshydratation de la croûte plongeante, ce qui est à l'origine de l'eau hydratant le coin du manteau et donc aussi l'origine des magmas. Le métagabbro faciès schiste bleu contient de l'amphibole glaucophane, dont le domaine de stabilité se situe à environ 40 km de profondeur et à 300 degrés Celsius. Le métagabbro faciès éclogite contient des grenats et de longs fascites, dont le domaine de stabilité se situe, lui, à environ 60 km de profondeur et 500 degrés Celsius. Au cours de la subduction, les métagabbros vont passer successivement du faciès schiste vert au faciès schiste bleu, puis au faciès éclogite. Or, l'eau apparaît dans les produits de ces deux réactions. La subduction conduit donc bien à une déshydratation de la plaque plongeante. Au cours de la subduction,
la plaque océanique plongeante se déshydrate en raison des transformations métamorphiques qu'elle subit. L'eau ainsi libérée entre en contact avec les péridotites du coin du manteau de la lithosphère chevauchante. Vers 100 km de profondeur, les conditions de pression et de température atteignent alors le solidus de la péridotite hydratée, ce qui entre donc en fusion partielle, produisant ainsi du magma. Alors, nous savons qu'il y a une subduction et donc qu'il y a une mobilité des plaques lithosphériques. La mobilité des plaques lithosphériques résulte de phénomènes de convection impliquant les plaques elles-mêmes et l'ensemble du manteau. L'augmentation de la densité de la lithosphère constitue un facteur important contrôlant la subduction et, par suite, les mouvements descendants de la convection. Ceux-ci vont participer à leur tour à la mise en place des mouvements ascendants. Il faut savoir donc discuter les relations entre vitesse d'accrétion et pourcentage de subduction aux frontières des plaques, savoir également, en considérant la densité moyenne de la lithosphère et celle de l'asténosphère, déterminer l'épaisseur et l'âge de la lithosphère qui induirait un déséquilibre gravitaire, et savoir également confronter les valeurs aux situations réellement observées. Alors, nous avons parlé largement de subduction. Nous pouvons replacer la subduction dans le cadre plus général de la mobilité des plaques lithosphériques. L'entrée en subduction d'une plaque lithosphérique océanique notamment. Nous pouvons étudier la densité et la flottabilité de la lithosphère océanique en fonction de son âge, qui sera à relier avec l'âge du fond océanique dans différentes zones de subduction. Également, nous pouvons comprendre donc les transformations métamorphiques de la croûte océanique à relier avec les densités des roches correspondant aux différents faciès. Il y a un décalage, en général, à tous les coups, entre l'âge théorique et l'âge réel de l'entrée en subduction. Nous allons comprendre l'importance de la subduction dans la mobilité des plaques lithosphériques. Le déplacement d'une plaque lithosphérique océanique, en effet, dépend beaucoup plus de la subduction que de la poussée de la dorsale. Cette notion confirmée par la mise en relation entre la vitesse des plaques lithosphériques et leur proportion, et la proportion en tout cas de leur limite qui est en subduction. Les plaques rapides étant celles qui présentent le plus de frontières en subduction, c'est donc bien la subduction qui est le moteur de la mobilité des plaques lithosphériques. Jusqu'à preuve du contraire. La lithosphère océanique atteint une densité moyenne supérieure à celle de la sténosphère dès 16 millions d'années à peu près. Elle n'entre en subduction que beaucoup plus tardivement car, d'une part, les différences de densité sont faibles et les phénomènes qui se produisent concernent des matériaux solides, c'est-à-dire que la ductibilité de la sténosphère est très relative, et d'autre part, parce que la lithosphère océanique plus jeune et la lithosphère continentale jouent le rôle de flotteurs du fait de leur densité plus faible. Au fur et à mesure de la subduction, le métamorphisme subi par la croûte océanique plongeante augmente sa densité. Ceci contribue à augmenter la densité moyenne de la lithosphère plongeante et donc à renforcer la subduction. Les plaques lithosphériques les plus rapides sont aussi celles qui ont une plus grande proportion de frontières en subduction. La traction de subduction est environ la traction de subduction est environ 10 fois supérieure à la poussée de la dorsale. Donc ça veut dire que la poussée de la dorsale existe un petit peu aussi. C'est donc bien la subduction qui, en exerçant une traction sur la plaque lithosphérique océanique, est le moteur du déplacement de celle-ci. Donc voilà pour les zones de convergence correspondant aux zones de subduction. Passons maintenant aux zones de convergence correspondant à ce que l'on appelle la collision continentale. L'affrontement de lithosphères de même densité conduit à un épaississement crustal. L'épaisseur de la croûte résulte d'un raccourcissement et d'un empilement des matériaux lithosphériques. Il faut savoir recenser, extraire et organiser des données de terrain, entre autres lors d'une sortie, si vous le pouvez.
il faut savoir observer des profils ECORS, ECORS, c'est-à-dire étude de la croûte continentale et océanique par réflexion sismique. Nous allons essayer de montrer ce qui se passe après la phase de subduction. Une lithosphère océanique âgée épaisse s'enfonce dans la sténosphère. Elle tire toute la plaque et deux lithosphères continentales vont s'affronter. Il va y avoir collision. Les contraintes compressives vont transformer les deux plaques continentales en provoquant un raccourcissement et un épaississement régional à l'origine de reliefs très importants. La tectonique compressive correspond à des chevauchements et présence également d'une racine crustale. La lithosphère océanique peut avoir laissé des reliques au sein de la chaîne de montagnes et ces reliques peuvent être appelées ophiolites. Les reliefs alpins résultent de la collision entre le sud de l'Europe, donc la plaque européenne, et une plaque dite apulienne, entre parenthèses donc Apulie, venant de l'Afrique, avec l'ouverture de la Méditerranée occidentale, et on ferme la parenthèse. Cette dernière forme une bonne partie de la péninsule italienne, le fond de la mer Adriatique et les Balkans. La forme en arc des Alpes résulte d'un véritable poinçonnage de la marge européenne par la plaque apulienne. Le profil ECORS a été réalisé à la fin des années 70 par Seismic Reflection. On a pu voir de nombreuses discontinuités sous le relief des Alpes. Au-delà des failles attendues, délimitant des blocs de croûte se chevauchant, on s'est aperçu que le Moho est bien plus profond que les 35 km observés en moyenne. En effet, sous les reliefs, la croûte peut dépasser les 60 km d'épaisseur. Cet excès de croûte en profondeur forme une racine crustale. Les failles inverses affectent autant la croûte dans son ensemble, on parle d'écaillage crustal, que les couches sédimentaires plus en surface. Lorsque l'océan a entièrement disparu par subduction, c'est donc les deux continents qu'il séparait qui se retrouvent en contact. Or, les deux masses continentales ont des densités équivalentes et qui sont inférieures à celles de l'asténosphère. Le continent situé sur la plaque plongeante ne peut donc pas subduire comme le faisait l'océan, donc la lithosphère océanique, qui avait une densité bien plus élevée. La convergence se poursuit, mais la subduction est remplacée par la collision. La collision continentale provoque de profondes déformations des plaques lithosphériques concernées. Il y a de grandes failles inverses qui délimitent des écailles continentales empilées, partiellement les unes sur les autres, provoquant un épaississement crustal marqué par la présence de reliefs montagneux en surface et d'une racine crustale en profondeur. Il y a donc par conséquent des déformations qui vont se faire à l'échelle du paysage. Des raccourcissements et des empilements sont attestés par un ensemble de structures tectoniques déformant les roches. Ce sont des plis, des failles, des chevauchements, des nappes de charriage. Il faut savoir recenser, extraire et organiser des données de terrain, entre autres lors d'une sortie si vous le pouvez, repérer à différentes échelles des indices simples de modification tectonique, du raccourcissement et de l'empilement, par exemple avec les données sur la chaîne himalayenne. Nous allons essayer de montrer qu'il y a différents types de déformations qui se produisent sous contraintes extensives ou compressives, ce qui est le cas lors d'une collision. Elles peuvent être cassantes ou plastiques. Selon la profondeur des roches dans une croûte, les roches peuvent casser. Il se forment alors des failles, ou bien elles peuvent se déformer de façon plus souple et former des plis. Cette différence de comportement est liée à la température et à la pression, ce qui permet de délimiter des domaines structuraux superposés. Le métamorphisme des roches dans les domaines les plus profonds existe bien évidemment. Il y a une présence possible de déformations souples
formés en profondeur, mais actuellement en surface. Le chapeau de gendarme est un diverticule d'une déformation plus importante appelé anticlinorium de Mollune. Ces déformations amortissent la contrainte compressive par un raccourcissement et un épaississement sans fracturation. Donc il y a formation, il contribue en tout cas à la formation de relief également. On peut montrer donc qu'il y a des déformations cassantes avec formation de failles inverses. Ces failles font monter des blocs par rapport à d'autres, elles permettent un raccourcissement et elles expliquent aussi la formation de relief. Ainsi, les plis, les failles inverses et les plis failles correspondent tous à un raccourcissement horizontal provoqué par une compression latérale des matériaux. Ces différentes déformations provoquent horizontalement le raccourcissement des matériaux, mais aussi un épaississement vertical. Ça veut dire que la quantité de matériaux rocheux reste constante au cours de la déformation. La diversité de ces déformations a pour origine la diversité de résistance mécanique des roches présentes en relation avec la température et donc avec la profondeur à laquelle elles se trouvent. Si elles sont froides, eh bien les roches seront rigides et auront un comportement cassant, des failles vont s'y former. Si elles sont plus chaudes, elles seront plus ductiles et leurs déformations seront plus souples, donnant ainsi naissance à des plis. Il existe également des déformations à d'autres échelles. Raccourcissement et empilement sont attestés par un ensemble de structures tectoniques déformant les roches et nous avons bien parlé de plis, de failles, de chevauchements, de nappes de charriage. Il faut savoir recenser, extraire et organiser des données de terrain, entre autres lors d'une sortie. Il faut savoir également repérer à différentes échelles des indices simples de modification tectonique, du raccourcissement et de l'empilement, par exemple avec les données sur la chaîne himalayenne dont nous avons déjà parlé tout à l'heure. Nous allons essayer de décrire des déformations en ajoutant les charriages et amener quelques notions de transformation pétrologique puisqu'il est fait état de la présence de roches métamorphiques dans les croûtes continentales. L'exemple classique de nappe de charriage, c'est le col du Lautaret, où la nature et l'âge des roches montrent que leur superposition ne respecte pas la chronologie. Il n'est pas normal en effet de trouver des formations du Trias sur du Tertiaire. Ce phénomène de chevauchement est lié à la convergence et à la contrainte compressive et il est facilité par la présence de couches dites savons, souvent des évaporites, des marnes, ce qui dans le cas présent correspond aux roches du Trias. Il y a des nappes de charriage et elles sont fréquentes sur tout le pourtour des Alpes au niveau de la Provence, nappe de Digne par exemple, ou au cœur même des Alpes internes. Ces charriages peuvent concerner toute la croûte, voire la lithosphère continentale. De grandes failles inverses vont séparer des écailles crustales qui se chevauchent les unes sur les autres. Si on observe plus en détail la jonction entre la plaque asiatique et le sous-continent indien, on voit que le manteau lithosphérique est entraîné sous le plateau tibétain. On assiste à une subduction continentale. La croûte est entraînée à des profondeurs considérables, près de 150 km de profondeur. De nouveau, on retrouve donc un épaississement crustal associé à la présence de reliefs importants. Au sein des racines crustales, les conditions de pression et de température changent, d'où un métamorphisme particulier et la naissance de roches magmatiques. La formation de roches métamorphiques, évidemment, est importante, et des roches sédimentaires, par le jeu de chevauchement, sont amenées à de grandes profondeurs. Des minéraux deviennent instables et sont remplacés par d'autres. En contrainte compressive, ces minéraux vont croître de façon orientée, formant des lits plus ou moins déformés. La compression peut aussi engendrer une schistosité avec des plans de clivage qui peuvent recouper des géométries existantes. Ainsi, de grandes failles inverses sont présentes dans les zones de collision. Elles permettent de superposer des nappes de charriage faites de terrains sédimentaires ou des écailles de croûte continentale, provoquant la formation de reliefs en surface et une racine crustale en profondeur.
Ces deux structures sont responsables de l'épaississement de la croûte continentale. Lors de la collision continentale, une roche sédimentaire peut tout d'abord être enfouie au cours de la collision. Soumise à une élévation de température et de pression modérée, elle peut être plissée. Enfouie plus profondément, elle peut subir un métamorphisme qui fait apparaître de nouveaux minéraux stables dans les nouvelles conditions de pression et de température, des micas par exemple. Ces minéraux étant formés sous contrainte, ils s'orientent d'une manière particulière, faisant apparaître un feuilletage nommé schistosité. Oh, ça pique les yeux. Le cours est terminé. Merci. Oh, ça pique les yeux. Comme quoi, les cours c'est bien, mais ça fait pleurer. Le cours est terminé. Merci. Alors je ne pleure pas, c'est juste que les yeux me piquent.